Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Polydomso. Aujourd'hui, preview, vous le savez, preview XXL de la carte à venir, des cartes du week-end. Et on va commencer par ce que vous attendez tous, parce que Polydomso attend avec une impatience difficilement, qu'il a du mal à contenir tout simplement. Tyron Woodley contre Jake Paul. Swear. Non, mais bon, ouais, bon, c'est comme ça, quoi. C'est un événement. Ça arrive ce week-end et ce sera suivi par beaucoup de gens. Donc, il faut qu'on s'interroge, il faut qu'on se pose des questions, il faut qu'on en discute, quoi. Il faut qu'on en parle. Et après tout, bon, je tire la gueule, je fais le snobinard, mais en vrai, Jake Paul, des deux frères Paul, moi je l'ai toujours dit sur les vidéos qu'on avait faites déjà Toujours. précédemment. Je considère quand même que, à la différence de Logan Paul, Jake Paul, il sait plus ou moins boxer quand même. Tu vois, genre, Logan Paul, c'est vraiment pénible à regarder. C'est vraiment, et d'ailleurs la mascarade qu'il y a eu avec Floyd Mayweather, c'était chaud, tu vois, c'était pénible à regarder. Et d'ailleurs personne n'en est sorti vraiment grandi de cet affrontement. Et à la limite, Jake Paul, à la limite, ça me dérange moins d'en parler parce que il sera jamais vraiment un bon boxeur, ce mec-là. Faut pas déconner, tu vois. Il est arrivé sur le tard. Bon, certes, il est bien encadré. Je pense qu'il est dans les meilleures conditions pour faire ça. Mais le truc, c'est que déjà, il prend la chose très au sérieux. Donc ça, au moins, c'est respectable. Il s'entraîne vraiment dur et il le fait bien. Il a, je pense, un petit talent pour ça. Je vais pas te dire que dans une autre vie, s'il avait été boxeur, il aurait été excellent. Tu vois, c'est pas ça que je suis en train de te dire, mais je pense que c'est plus facile pour lui que visiblement pour son frère. Il construit mieux ses combats. Il fait des. Enfin, tu vois, par exemple, le KO qu'il met à Ben Askren, bah, ça a l'air d'être du b.a.-ba comme ça pour un boxeur, mais tu vois, de jabber au corps plusieurs fois, d'attendre pour placer pour faire avancer Ben Askren et créer la collision avec le bras arrière. Bah, c'est une construction déjà où en fait tu cherches à déclencher des réactions chez ton adversaire pour ensuite le sanctionner. Donc tu es déjà dans un truc, c'est pas je te frappe, il se couvre, je peux pas le frapper, je me couvre. Tu vois, c'est pas direct. Tu vois, il y a une projection en fait dans le combat de miser ou de déclencher un comportement chez l'adversaire qui fait qu'en fait, ça veut dire qu'en gros, Jack Paul comprend ce qu'il fait. Tu vois, c'est pas juste un mec qui s'est dit je vais faire de la boxe pour que ce soit cool. Tu vois, non, il sait ce qu'il fait. Tu vois. Et donc du coup, bon, pour ça au moins c'est intéressant. Je pense qu'ils ont choisi un bon adversaire encore une fois pour Jake Paul, parce que Tyron Woodley, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, il va venger l'honneur du monde du MMA. Moi, je me dis franchement, pour le coup, s'ils ont accepté ce combat, c'est qu'ils savent très bien à qui ils ont affaire. Tyron Woodley n'est pas un bon boxeur et n'est pas un bon boxeur même au niveau du MMA. Alors les gens vont dire ah mais attends, il a mis des KO. Il a mis des KO, Tyron Woodley. Il est très explosif, il est athlétique et tout. Mais le truc, c'est que si tu réfléchis à son style de combat, Tyron Woodley, c'est un mec qui, en gros, la plupart du temps, se met dans une position désavantageuse pour attirer l'adversaire à lui parce qu'il ne sait pas, en fait, véritablement construire son agression en pression. C'est pas un pressure fighter, Tyron Woodley. Donc, il a besoin de savoir où est l'adversaire par rapport à lui et qui va, en fait, miser sur sa principale arme, c'est d'alterner entre takedown et explosion, même pas en combinaison, mais sur 2 coups, tu vois, pour placer son bras arrière. Et ça, bon, ça marche peut-être en MMA parce il était suffisamment bon en lutte pour faire douter ses adversaires et suffisamment explosif pour surprendre même des mecs qui étaient plutôt bons en striking. On pense à Stephen Wonderboy Thompson, à des gens comme ça. Même récemment, Vincent Teluque, il l'a touché en début de combat, donc il a surpris un mec qui est plutôt un bon striker. Mais là, on est en boxe et en réalité, il pourra pas avoir, tu vois, ces changements de niveau, ces feintes et cette stratégie-là, il aura que ses points. Et le truc, c'est que Tyron Woodley, il n'a pas de jab, il travaille presque pas du bras avant, il n'a pas une grosse fréquence de coups, il varie pas les zones de frappe. Quand t'as que un bras arrière en boxe anglaise et qu'en plus tu déclenches pas, il a pas un énorme cardio. Tyron Woodley, c'est un truc qui a toujours été reproché tout au long de sa carrière. Il est vraiment à l'économie tout le temps. Et qu'en plus de ça, de tout ce que je viens de dire, tu n'as pas un contrôle du ring
C'est-à-dire, tu sais jamais vraiment où t'es dans la position, tu vas plutôt te mettre contre les cordes. Moi, je pense qu'il va se faire. Enfin, c'est très compliqué de faire de la boxe anglaise comme ça, tu vois, avec tout ce que je viens d'avancer. Tu vois, là pour le coup, il y a guère que dans les catégories style poids lourd où tu peux tomber sur des modèles comme ça qui arrivent au plus haut niveau. En réalité, quand t'as qu'un bras arrière, pas de déplacement, pas de fréquence de coup, et que bon, en termes d'explosivité, ok, t'as peut-être un petit avantage de vitesse, mais qu'en plus t'as pas le cardio. En vrai, en boxe anglaise, tu perds pas. Hein. T'es dead meat là, viande morte. Donc ils le savent du côté de Jake Paul. Jake Paul, pour le coup, lui, quand il boxe, je te dis, ça ressemble à quelque chose. Quoi. Il fait de la boxe anglaise. Quoi. Il travaille du bras avant, il cherche à poser des pièges, il exploite en fait l'adversaire. Alors, les gens me disent, ouais, bah, tu t'enflammes parce que ces combats n'ont pas duré très longtemps finalement, peut-être qu'il n'est pas si bon que ça. C'est vrai que ces combats, c'est pas non plus un exemple. Je suis pas en train de dire qu'on est face à Sugar Ray Leonard, hein, mais c'est juste, je te dis que par rapport à l'attitude qu'il a dans le ring et le comportement et même son évolution de combat en combat, moi je trouve qu'il progresse en plus de ça. Donc je pense que c'est un combat qui est vraiment gagnable, très facilement gagnable pour Jake Paul et qu'à moins qu'il se fasse vraiment zapper, tu vois, dans le premier moment, dans les premiers instants où Tyron Woodley va vraiment être dangereux parce qu'il est explosif. Et on l'a vu, il est quand même très rapide, donc il peut surprendre des mecs qui sont meilleurs que lui en striking. Franchement, je pense que honnêtement, passer le premier round, ça va être très complexe pour Tyron Woodley, très très complexe. Et sachant que ce combat-là, on est d'accord, Polydomso, hein, il n'a pas été choisi par hasard, Tyron Woodley. Non, 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 non. Parce qu'il y a, bon, honnêtement, si moi, comment dire, je suis très partagé vis-à-vis de Jake Paul parce que dans le fond de l'affaire, j'ai horreur de cette dynamique-là qui est en train de elle a toujours existé. Hein. Il y a toujours eu des combats comme ça, un peu à la con en termes de boxe. On se souvient de la carrière de Mickey Rourke, enfin de tous ces trucs-là. Ça a toujours été présent parce que la boxe, c'est jusqu'à très récemment, je pense que jusqu'à l'essor vraiment du football et tout, c'était un des sports les plus suivis. Enfin, c'est un truc qui a irrigué la culture populaire. Ça doit être un des sports les plus représentés, par exemple au cinéma. C'est quelque chose, tu vois. Donc forcément, quand tu es une personnalité médiatique, et ça même depuis il y a 100 ans, tu vois. Enfin, et bah tu vas t'essayer à la boxe à un moment donné. Parce que ça fait bien, tu vois, parce que c'est le test ultime de même par exemple de la virilité pour l'homme et tout. Donc t'avais des mecs comme je sais pas Arthur Cravan par exemple qui était poète machin et tout et qui a fait des combats de boxe. Ça a toujours été Hemingway, Charles Bukowski, enfin tous ces gens là, tu vois. Donc c'est pas nouveau comme phénomène. Ce qui est nouveau en fait, c'est comme on est maintenant dans un système d'une société de spectacle et de surmédiatisation avec les nouvelles technologies, enfin, c'est l'ampleur que ça prend qui est nouvelle, tu vois. Ça devient dingue, en fait, en termes de, et je suis sûr que ça va vraiment bien marcher, hein, ce week-end, le truc. Donc, j'aime pas cette dynamique-là. Après, je trouve que Jake Paul est un bon boxeur par rapport à Logan Paul, et je pense que sa carrière est gérée très intelligemment que les adversaires sont bien choisis. Moi, j'avais un doute. Hein. Je pensais qu'il allait perdre contre Ben Askren, mais c'était les restes, si tu veux, de préjugés que j'ai par rapport à des gens qui sont pas des professionnels du combat, tu vois. Mais en réalité, il est vraiment très bien entraîné. Et il est bien encadré pour que ça marche. Et Jake Paul, moi, il m'est sympathique après en tant qu'individu. Enfin, tu vois, par exemple, le fait qu'il call out Dana White sur le salaire des combattants et tout ça, bah forcément, si les gens qui suivent la sueur, s'il y a des gens qui suivent la sueur depuis longtemps, là, ils savent que moi, de toute façon, je ne peux être que d'accord avec un mec qui est comme ça. Donc ça me fait marrer. Bon, après, c'est un peu je dis pas que là, on a affaire au nouveau Che Guevara. Hein. C'est un mec, lui, pareil. Il bénéficie de ce système inéquitable et il bénéficie de sa notoriété par rapport à des combattants enfin, il est lui-même pas vraiment combattant, mais il arrive à se mettre au-dessus des conditions d'un combattant du fait de sa notoriété, de sa notoriété, de l'inéquité, on va dire structurelle de ce modèle de spectacle en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça, c'est pas juste, mais c'est deal with it, tu vois. Mais ça me fait marrer parce que plus il gagne en popularité, plus il met des tannés à des combattants de MMA aussi, plus finalement son message va gagner de l'importance, tu vois, va prendre de l'importance. Et ça aussi, personnellement, ça me fait aussi marrer qu'il troll beaucoup les fans un peu hardcore de MMA. Et là, il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, se disent ouais, Woodley il cogne, il y a peut-être une chance qui, à mon avis, vont être déçus parce que je pense qu'il va gagner contre Woodley, tu vois. Et moi, personnellement, ça m'amuse un peu. Je trouve ça un peu ironique que ça se passe comme ça.
Donc voilà, je sais plus pourquoi ce qu'on disait. Oui, non, donc du coup c'est bien choisi. That's sur le choc, en tout cas, bien managé Ouais, Jake Paul. Un petit prono quand même. Bah, je pense que Jake Paul et en plus ils l'ont dit, hein, ils ont été transparents, ils ont dit qu'ils cherchaient pas le KO, mais que je pense qu'il va l'outboxer sur tout le round quoi. Mais ça va être c'est-à-dire sauf vraiment si il y a une explosion vraiment dans les premiers instants. En fait, en gros, en début de chaque round va y avoir un moment tendu et après quand le jab du bras avant, c'est surtout moi le travail du bras avant qui m'inquiète. Pour ceux qui se souviennent du combat de Rory McDonald contre Tyron Woodley, c'était une masterclass en ça. Et Tyron Woodley avait été inexistant parce qu'en fait, il sait pas jabber, il sait pas travailler du bras avant. Et ça, quand t'as pas ça en boxe anglaise, c'est chaud. Hein. En vrai, les mecs qui ont juste leur bras arrière et qui en plus un autre truc, qui ne travaillent pas en combinaison, tu vois. Ça, pareil, c'est très compliqué. Enfin, il y a eu des scènes surréalistes avec Tyron Woodley. Je pense notamment à ses combats contre Kamaru Usman où tu avais son corner qui disait oui, des combinaisons, comme si en fait il le faisait à l'entraînement mais qu'il le faisait pas le jour du combat. Sauf qu'il l'a jamais fait en fait le jour du combat, il a jamais travaillé en combinaison. La seule fois où je l'ai vu vraiment boxer plus actif, c'est son dernier combat contre Vicente Luque et je pense qu'il l'a fait parce qu'à mon avis c'était un peu YOLO quoi. C'était le dernier combat sur le contrat, il savait qu'il allait se faire virer juste après, qu'il était déjà sur 4 défaites ou 3 ou 4 défaites. Et il s'est dit, bon, vas-y, là, j'y vais, le tout pour le tout. En plus, contre Luque, c'était une stratégie qui était intéressante parce que Luque prend beaucoup de coups. Et donc, du coup, à mon avis, il s'est dit, je tente ça, tu vois, là, comme ça. Mais ça, j'ai pas de souvenir d'autres combats de Tyron Woodley de ce type-là, tu vois. Et donc, du coup, là, en boxe anglaise, moi, personnellement, je pense que ça va être compliqué pour lui. Donc, voilà, donc, décision de Jake Paul, confortable. Et au-delà de ça, moi, c'est pas que je suis curieux de l'avenir de Jake Paul là-dedans, mais s'il pouvait continuer de sélectionner des combattants de MMA comme ça, ça pourrait être très très drôle. Ça pourrait être un troll quand même de niveau. Bah surtout qu'il est encore jeune en plus, hein, mine de rien. Non, c'est clair. Mais tu vois, parce que regarde par exemple ce qui s'est passé avec Anderson Silva. Là, c'était compliqué parce qu'Anderson Silva, quoi qu'on en dise, il sait boxer. C'est un boxeur, tu vois. Et là, pour le coup, c'était vachement plus hasardeux de prendre un mec comme Anderson Silva, de combattre contre lui, même si il est loin de son prime. Anderson Silva qui va affronter Tito Ortiz. En boxe anglaise. En boxe anglaise, ouais. Passons, si tu veux, pourquoi pas à la limite, mais bon, ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, il y a des combattants. Tu vois, par exemple, un mec comme Holloway. À mon avis, il faut pas le prendre en boxe anglaise, ce gars-là. Si t'es pas un très bon boxeur. Ou Petroyan, par exemple. C'est des mecs qui savent boxer, tu vois. Ça se voit, en fait. Et à mon avis, qui ont dû bouffer des sparring d'anglaise, mais jusqu'à plus soif, quoi. Et qui, du coup, à mon avis, doivent s'entraîner avec des boxeurs et, bon, certes, n'ont pas le niveau pour mettre des taquets au haut de la catégorie. Ça, c'est clair, parce qu'il y a de toute façon, il y a une réalité qui fait que quand tu t'entraînes sur quelque chose, tu peux pas t'entraîner ailleurs, tu vois. Mais on pourrait être surpris. Et je rappellerai que par exemple un des derniers comme ça qui a surpris le monde, qui a surpris les gens qui s'intéressent à ça, c'est Nicky Holzken par exemple. Mm-hmm. Lui vient du kickboxing, mais qui a toujours été un bon boxeur en kickboxing et qui a fait de très beaux, notamment contre les World Boxing Super Series, ouais. Ouais, contre Callum Smith, il avait fait plutôt un beau combat et tout, donc il en avait short vraiment notice en plus. Ouais, de son niveau, les gens s'étaient dit ouais, il va se faire balayer. Callum Smith qui était le top de la catégorie à ce moment-là, donc voilà, je pense que c'est intelligemment choisi de la part de. C'est vraiment malin comme choix, Tyron Woodley, parce que pour la plupart des gens, Tyron Woodley, il a cette réputation un peu de, ce qui est à mon avis immérité, mais bon, de knockout artiste et de plutôt bon striker par rapport forcément à Ben Askren. Tu vois, l'effet de comparaison est positif pour Tyron Woodley. Mais je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Qu'en fait, en gros, la réalité, c'est que Tyron Woodley n'est pas un bon boxeur. N'est pas un bon boxeur en MMA et n'est certainement pas un bon boxeur en boxe anglaise, tu vois. Et je dis ça, franchement, ça peut paraître hyper arrogant de ma part. Moi, je me mets pas dans l'équation. Je parle en tant qu'observateur. Et si tu veux, je dis ça avec tout le respect. C'est un bon combattant de MMA, Tyron Woodley. Mais tu peux être très bon combattant de MMA et pas être très bon en striking ou inversement, tu vois. Enfin, c'est juste là, tu vois, dans cette configuration-là, si j'isole de sa pratique de ses combats le côté en fait striking et en plus du côté striking plutôt le côté boxe et que je le replace dans un contexte
de règles de boxe anglaise, moi je m'inquiète pour Tyron Woodley. Je m'inquiète parce que je me dis, ça va être tendu pour lui. Ça va être compliqué pour T. Wood. Alors on a pas mal d'observations, surtout plus que de questions dans le chat. Ouais. À chaque fois c'est le Dana Effect, donc c'est Daichi qui nous dit ça, c'est le Dana Effect. Que les combattants veulent tous le money fight en anglaise contre les frères Paul. Si le salaire UFC les satisfaisait, ça arriverait moins. Entre parenthèses, Polydomso est d'accord avec moi. Eh ben là, Polydomso est d'accord, hein, ça c'est clair. Moi, de toute façon, c'est un de mes chevaux de bataille. Alors je suis un peu, tu vois, c'est un peu compliqué comme question parce que il y a aussi ma sensibilité personnelle là-dedans et je sais que c'est un métier qui est tellement dur d'être combattant que peut-être je fais preuve peut-être d'un peu trop d'empathie et je me dis c'est vrai que les mecs c'est du foutage de gueule la façon dont ils sont payés et surtout quand tu le mets corrélativement en fait à ce qui est engrangé en termes de bénéfices. Mais je suis pas non plus niais, tu vois. Je sais que c'est vrai dans tout type de structure et il y a toujours un déséquilibre qui va en plus croissant plus tu montes haut et c'est comme ça, tu vois. C'est juste que j'ai peut-être un peu plus de sensibilité pour les combattants et je me dis effectivement si les mecs c'est pas pour combattre Jake Paul, hein. Je veux dire, Tyron Woodley, il en a rien à branler de Jake Paul, hein. C'est pas un challenge personnel pour lui. C'est pas cette motivation, la motivation qu'il a pour affronter Jake Paul n'est absolument pas la même que celle qui l'a poussé à faire du MMA dans le premier temps et qui l'a poussé à devenir un combattant pro. C'est pas du tout ça. Maintenant, c'est vrai que, oui, on peut le regretter. Je suis d'accord en fait avec tout ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec celui qui vient de commenter. Mais que bon, c'est la vie, quoi. C'est un peu une porte ouverte que j'enfonce, mais malheureusement, c'est vrai. Et ce que j'ajouterais que Jake Paul en joue beaucoup de ça. Et d'ailleurs, c'est le côté troll qui m'amuse, moi, personnellement, parce que justement, c'est ce qu'il affirme, lui. Il le dit crânement. Alors, pas vraiment en France, mais ça insupporte, moi qui suis sur les forums anglo-saxons de MMA, ça insupporte les fans de MMA parce qu'ils ont plus une mentalité anglo-saxonne et ils ont en horreur tout ce qui est un peu socialiste, équitable, genre, tu vois, genre, ils aiment pas, c'est la culture américaine, ils sont très influencés par la doctrine protestante et par le bouquin de je sais plus quelle nana, la grève, je crois qu'elle s'appelle, ce bouquin c'est insupportable à lire, hein, c'est à vomir comme bouquin, mais c'est un des bouquins qui a le plus influencé les Américains, et donc du coup, ils sont allergiques à ça, comme truc, et du coup, le fait que Jake Paul provoque là-dessus, ça les rend dingues en plus de ça. Et moi, ça m'amuse tu vois, que Jake Paul fasse ça. Donc, oui, Jake Paul l'a compris. Et à mon avis, il va tirer là-dessus encore. Parce qu'à mon avis, peut-être qu'il défiera encore des combattants de MMA pour ça. En tout cas, à suivre. On a une question de Ben aussi qui demande, après une petite absence de notre cher Polydomso, Polydorso a pas sauté les séances d'eau, j'espère. Les quoi? Les séances d'eau Polydorso. Polydorso, ouais, oui. Il va falloir que je sois à la hauteur de ma réputation parce que... Ouais, on s'y met doucement. J'ai une barre de traction chez moi. Oh et puis en tout cas aussi, et puis on va finir là-dessus. Autre question, c'est quel prochain adversaire pour Jake Paul en cas de victoire? En réalité, soit il fait, parce que je il y a pense Tommy Fury sur la carte. Ouais, non, mais évidemment, mais ça c'est intelligent parce que du coup on prend quelqu'un comme Jake Paul et ça donne de la visibilité à d'autres, tu vois. Et Daniel Dubois, c'est chaud quand même. Daniel Dubois qui est 3e combat de la soirée. Ah putain. Et pourtant Daniel Dubois, tu vois, c'est un mec que les gens suivent et tout. Bon, après c'est peut-être après le rebond de la défaite contre Joe Joyce, mais tout de même quand même, c'est un peu, ça fait un peu chier. Mais bon, si ça permet de mettre un peu les projecteurs sur Daniel Dubois et qu'on sort, on va pas s'en plaindre non plus. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que Jake Paul, à la différence de Logan Paul, moi je pense que Logan Paul, il est vraiment cynique par rapport à ça. Je pense qu'il en a rien à secouer de la boxe. Il est sportif, il a toujours été. Hein, pour le coup, ça, je respecte ça chez les frères Paul. Il a fait de la lutte et tout. On voit que physiquement, ils sont solides tous les deux. Hein, ça c'est clair. Mais lui, la boxe, il s'en cogne quoi. C'était juste une bonne opportunité. Et faut pas oublier qui est Logan Paul. Hein. C'est un mec qui, à mon avis, a des tendances un peu je vais pas dire psychopathe, mais sociopathique, quoi. Genre, il s'en fout un petit peu. Tu vois, on se souvient de la vidéo avec le pendu au Japon. Il avait fait des vues et tout. Il avait trouvé ça très amusant. Ça le dérange pas de faire ce genre de spectacle du moment qu'il y a un truc en retour et tout. Que les gens à peu près normaux se diraient c'est quand même pas digne comme spectacle et tout. Alors que Jake Paul, à la différence, moi c'est pour ça que je les distingue les deux.
je pense qu'il kiffe ça, en fait. Vraiment, bon après peut-être je me gourre, hein, peut-être que je suis ingénu, mais des interviews et des interventions et même de sa boxe, de la façon dont il boxe, en fait, j'ai l'impression que ça l'amuse vraiment, tu vois. Il a pris le côté ludique, et donc du coup il m'est plus sympathique pour ça. Et alors du coup la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va faire comme Logan Paul, continuer des trucs purement médiatiques, des braquages, quoi, si tu veux, des coups comme ça pour remporter du pognon, sachant qu'il pourra pas faire plus que Logan Paul. Je pense que Logan Paul, ce qu'il a fait avec Floyd Mayweather, Conor McGregor. À la limite, Conor McGregor, ouais, pourquoi pas. Qui aurait d'autre, en fait, tu vois, genre, C'est tout. C'est vrai que C'est tout, je pense. Ned Diaz, mais Ned Diaz, ce serait dangereux. Tu vois. Là, pour le coup, ce serait dangereux un mec comme Ned Diaz, parce que Ned Diaz, bon, il y a des côtés de sa boxe qui sont à reprendre, tu vois, notamment ses déplacements et tout, mais en revanche, il y a d'autres côtés. Bah, il sait travailler du bras avant, il a une fréquence de coups qui est énorme. Il a sparé avec André Ward. Je pense qu'il ne prendra jamais ce combat-là. Tu vois, pour le coup, c'est dangereux là, tu vois. Mais je sais pas si du coup il va faire des coups médiatiques comme ça, tu vois, pour reprendre l'idée, ou s'il va vraiment essayer de s'amuser à faire une carrière de boxeur. Et dans ce cas-là, bah, je pense qu'il est limité parce qu'il a quand même pris le truc sur le tard et c'est compliqué, mais il pourrait prendre des boxeurs comme ça. Il y en a plein, hein, des journeyman qui ont même qui ont des palmarès qui paraissent bien de prime abord, mais qui sont pas très bons. S'il veut se bétonner une carrière d'invaincu et terminer, je sais pas, à 15 ou 16 victoires et 0 défaite, il peut le faire. Hein. Il a les moyens, il a l'entourage, ça pourra marcher. Hein. Donc tout dépend. Lui, pour le coup, c'est ses choix. Soit il continue sa croisade contre le MMA et moi personnellement, c'est ce qui me ferait le plus marrer. Hein, mais je pense qu'il y a des gens que ça gonflerait, tu vois. Et je pense que ce sera aussi le plus lucratif pour lui. Ce serait le plus lucratif. Et peut-être il termine sur un truc en apothéose contre Conor McGregor s'il arrive à obtenir le combat. Et là, je pense qu'il pourra pas faire au-dessus et que ce sera vraiment ce sera le mieux, tu vois. Et les deux parties se feront pas mal de pognon, hein, on va être honnête. Soit il est tenté, et il se laisse aller à sa tentation. Et je pense qu'il y a un risque quand même parce que je pense qu'il est moins cynique que Logan Paul. Et peut-être il tente un truc un peu à la Mickey Rourke, tu vois, et que ça marchera jusqu'à ce qu'il rencontre un vrai boxeur et qu'il se fasse cartonner, quoi. Mais voilà, tu vois, les deux sont possibles, les deux sont envisageables. Bien, maintenant, les gars, un petit peu plus de sérieux puisqu'on revient en MMA et on revient à l'UFC. Alors ce week-end, il y a UFC Vegas, comme à chaque fois vous savez lors des Fight Night, l'UFC depuis le début du coronavirus reste à l'UFC Apex. Et donc là, ce week-end, on a UFC on ESPN, Edson Barbosa contre Giga Chikadze. Si vous êtes fan de kickboxing, vous le connaissez bien évidemment. C'est en featherweight, deux combattants qui sont petite hype là en tout cas pour cette catégorie, véritable, choc en tout cas pour les fans qui s'annoncent particulièrement plaisant ce week-end. Vous le savez, on va y aller crescendo et on va commencer par, on va dire les premiers combats de cette carte assez faible, hein, Polydomson en conviendra, je pense. Ah, ouais, c'est spécial comme carte. Hein. Moi, qui était, on prépare hein, quand même les émissions, on regarde un peu hein, et tout ça. J'étais surpris quand même de la composition de la carte. C'est-à-dire que généralement, dans une carte UFC, c'est relativement équilibré. C'est-à-dire qu'en ouverture de carte, on a des mecs qui viennent généralement des circuits régionaux, qui sont là un peu pour faire leurs preuves et pour remplir finalement la carte. En milieu de carte haute prélims, on a des gens qui sont déjà à l'UFC mais qui sont plus en fait dans une dynamique de monter vers le titre, mais qui sont plus soit qui stagnent, soit qui descendent, avec peut-être en top des prélims des prospects, un prospect qui doit briller ou quelque chose comme ça. Et après en main card, généralement tu mets des noms connus. Au mieux, tu vois, tu mets au moins 2 ou 3 combats classés dans une main card. Là, on a très honnêtement, je pense 2 combats vraiment qui valent le coup sur la carte. Enfin, qui ont une importance en fait dans la catégorie, dans les enjeux. Le reste, honnêtement, c'est assez incroyable. Il y a peut-être 5 ou 6 combats de mecs, mais vraiment des gars qui viennent de circuits régionaux, mais qui n'ont pas fait leur preuve du tout et qui sont très 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 green. Vert, genre bleu, je sais pas comment dire en français, mais un peu jeunes dans leur carrière, voilà, oui, c'est ça. Oui, green, vert, bleu, violet. Et qui ont pas d'expérience. Peut-être ils sont très bons, hein, j'en sais rien. Tu vois. Et en fait, le problème c'est que la plupart des vidéos de leurs combats ne sont même pas disponibles, donc on peut même pas vraiment se faire une idée là-dessus. Et je crois que c'est la première fois. Alors les gens du chat nous diront, c'est la première fois que je vois autant de combats sur la main card composés de mecs qui ont ce niveau-là.
C'est-à-dire, dans une main card, vraiment, c'est vraiment quand il y a un trou, normalement, où tu as peut-être un combat, même deux, j'en ai jamais vu. Là, quand tu prends la main card, on va les dire, hein, les noms, hein, les Brian Battle, Gilbert Urbina, Ricky Turclos, Brady Yestand, André Petroski et Michael Gilmore, c'est des mecs qui ont combattu quasiment qu'en circuit régional. Et ils sont tous les trois sur la main card. C'est chaud, hein. Enfin, moi, c'est la première fois que je vois ça. Donc, pour le coup, les combats intéressants, on va les citer. Je te propose ensuite qu'on aille du moins intéressant au plus intéressant. Exactement, on va monter crescendo comme d'habitude. C'est ça. Alors, moi, ce que j'ai vu qui pourrait peut-être nous intéresser, dans le chat, si vous avez un combat qui vous intéresse plus, vous nous dites, hein, à la limite, on s'adapte comme ça. Bon, évidemment, Edson Barboza, Giga Chikadze, ça, c'est vraiment, c'est un truc kiffant, tu vois. Moi, j'ai envie de le voir, ce combat, ça va être stylé. On a Kevin Lee qui fait son retour en welterweight, du coup, contre Daniel Rodriguez. Ça, oui, parce que bon, Kevin Lee, moi, je suis curieux de voir. Et puis, Daniel Rodriguez, c'est un bon combattant, qui est peut-être un peu sous les radars, mais il est compétent et tout. Après, nous avons Mahmoud Muradov, qui, lui, du coup, essaie de poinçonner son statut de prospect qui monte contre l'éternel journeyman / compagnieman Gérald Merchert, ouais. On a Abdul Razak Alassane contre Alessio Di Chirico, c'est pas mal comme combat. Et éventuellement Dustin Jacoby, je l'aime bien parce que c'est un kickboxer et tout. Enfin, j'ai pas de problème. Mais le reste, après, Sam Alvey, pareil, c'est un compagnieman. Mais il est sur 3-4 défaites consécutives, je crois, c'est assez affreux. J'allais dire, il est sur 3 ou 4 cartes par mois. Je sais pas pourquoi il apparaît complètement. Mais c'est un mec, à mon avis, ça fait plaisir à l'UFC d'avoir des mecs comme ça parce qu'il est connu quand même. Il a un nom. Et puis il sert bien, tu vois, c'est même pas de gatekeeper, c'est vraiment, tu sais, de filler dans les combats. Donc c'est 5 défaites, un nul sur ces 6 derniers combats. Ah, c'est ça, hein, c'est ça. Mais bon. Donc voilà, bon. Allez, on commence. Donc on commence. va commencer assez tranquillement par donc Dustin Jacoby contre Darren Stewart, light heavyweight. C'est sur les prélims. C'est parti, Polydomso. Dustin Jacoby, moi j'aime bien. Il est passé par le kickboxing, le Glory, il me semble d'ailleurs. Hein, si je dis pas de bêtises. Attends. Peut-être je m'emballe là, mais je crois que oui. Hein, je crois qu'il a été au Glory. Et il a été au Bellator, donc il a un parcours plutôt intéressant. C'est un bon kickboxer. Je trouve qu'il s'est amélioré même sur sa défense au sol. Dans son dernier combat contre la némésis de Magomed Ankalaev. Oui. Le mec qui a fait perdre une année en Magomed Ankalaev. Yann Conté là-bas, ouais, voilà, c'est ça. Je trouve, bon, il a subi sur le premier round, mais de toute façon, c'est le Conté là-bas traitement. Hein. C'est Conté là-bas, il va à 120% sur les 3 premières minutes du premier round, et puis ensuite il décroît. Donc il a subi au niveau de la lutte et du travail au sol. Et là, Conté là-bas, il est vraiment dangereux quand il fait ça. Mais en revanche, après, il a repris le dessus. Il a utilisé, enfin, je trouvais que c'était vraiment intéressant ce qu'il faisait en termes de scrambling pour sortir des positions au sol, pour combattre en fait la lutte de Conté là-bas. Et debout, il était plus précis, alors peut-être moins explosif que Conté là-bas, mais il sélectionnait bien ses shots, il était efficace, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que chez les light heavyweight, quand on monte en fait en catégorie, et surtout à partir des light heavyweight et encore pire en heavyweight, il n'y a pas tellement le nombre de séquences comme ça se réduit, c'est-à-dire des séquences où tu vas au sol, tu te relèves, tu combats, tu revas au sol, tu te relèves, tu combats. Généralement, tu en as 2, 3 c'est rare, hein. 3 c'est rare parce que là, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de ténacité mentale et je pense que dans ces catégories hautes, avec ces géants, tu vois, ces colosses, tu vois pas beaucoup de réserve mentale comme ça. C'est assez rare, tu vois. Et moi, je trouve que Dustin Jacoby, là, pareil, il s'était relevé plusieurs fois. Il avait été mis vraiment en difficulté sur le premier round. Donc, il avait fait vraiment un bon boulot, tu vois. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Et pareil, Darren Stewart, j'aime bien aussi. C'est pas des cadors de la catégorie. Hein. Ils sont pas très complets tous les deux. D'ailleurs, ils ont un peu le même problème. Ils sont plutôt striking orientés. Alors Darren Stewart a peut-être moins de technique et de savoir-faire debout, mais il est peut-être un peu plus rapide, un peu plus explosif. Moi, ça me dit bien. Je pense que ça va être un combat intéressant à regarder. Ça a pas beaucoup de conséquences sur la catégorie, on va être honnête, mais il en faut quoi des combats comme ça. Tu vois, on peut pas tout le temps aller j'allais dire, ça va être méchant comme comparaison, mais je le dis avec beaucoup d'affection. On peut pas tout le temps manger dans un 4 étoiles au Michelin, tu vois. Il y a des moments, une bonne pièce de viande dans une brasserie, ça
ça fait le taf aussi, tu vois. Et voilà, c'est ça pour moi. C'est une bonne mise en bouche de Dustin Jacoby, Darren Stewart. Et ben voilà, et on poursuivra ensuite avec là aussi deux noms qui sont assez connus parce qu'ils ont été présents sur des cartes assez mises en valeur ces derniers temps. Alessio Di Chirico, le briseur de Hype Train contre Abdul Razak Al-Hassan de son côté, qui est un revenant puisqu'il n'avait pas combattu, je crois, depuis 3 ans lors de son retour l'année dernière sur la Fight Island d'Abu Dhabi. Ouais. Putain, ça va vite. Hein. C'est 3 ans, 2 ans du coup. Non, dans le sens, je veux dire, son premier combat à Abu Dhabi, ça faisait 3 ans qu'il avait pas combattu. Oui, c'est ça. Il avait perdu contre Mounir Laziz. Exactement, contre Mounir Laziz par décision unanime. Et avant ça, c'était Nico Price en septembre 2018 pour lui, une victoire par KO contre Nico Price. Mais c'est ça. Alors, Abdul Razak Al-Assad, c'est bizarre ce qui s'est passé. Hein. Bah, bizarre, non, parce que il lui était arrivé la même chose contre, comment il s'appelle, The Ox Fighter. J'oublie à chaque fois son nom, en plus, j'aime bien ce combattant. Donc, il a perdu contre Chaos Williams et Jacob Malkoun, voilà. Chaos Williams, voilà, c'est ça. Chaos Williams qui lui-même a perdu contre Michael Pereira. Exactement. Donc, pour vous dire que cette catégorie, quand même, c'est chaud. Alors là, ce sera en middleweight, du coup, parce qu'il était en welterweight, Abdul Razak Al-Hassan. Là, je crois que c'est en middleweight. En middleweight, c'est ça. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner en middleweight, Abdul Razak Al-Hassan. Il est pas complet comme combattant, clairement pas. Très, très explosif. Des mains extrêmement lourdes. Il peut mettre vraiment KO. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, c'est un peu un diamant brut. C'est-à-dire que il est pas fini encore trop comme combattant, en fait. Il est trop brawler, en fait. Et son combat contre Mounir Laziz, c'était vraiment ça. Il s'était épuisé sur le premier round, a vraiment essayé de mettre KO à tout prix Mounir Laziz, qui lui, pour le coup, avait vraiment fait du rope-dope. Il s'était mis contre la cage, une stratégie qui franchement, normalement, fonctionne pas en MMA. Quand tu te mets comme ça contre la cage, tu t'exposes au takedown et tout. Mais justement, Razak Al-Hassan n'avait pas été capable de voir ça, en fait. Il s'était vraiment entêté dans le truc, je vais le mettre KO. Et du coup, après, il s'était fait, honnêtement, mis en pièces. Alors, je sais pas c'était par la décision, mais honnêtement, il avait pris tarot quand même contre Laziz. Alors, je dis tout ça de mémoire, hein, peut-être j'exagère, mais il s'était fait vraiment surclasser debout par Mounir Laziz, parce que justement, il avait plus cet avantage de vitesse, et du coup, c'était plus qu'un brawler, sans l'explosivité, sans rien. Donc, je pense que s'il était vraiment bien entraîné, bien coaché, bien mis dans la bonne direction, il pourrait être intéressant, Abdul Razak Al-Hassan. Le truc, c'est que il se base trop sur ses facilités naturelles. Je pense que c'est un mec, à mon avis, bon, là, je fais de l'analyse comme ça, parce que c'est un peu de la sociologie des salles de sport, tu vois. Mais je pense que c'est un mec, à mon avis, il doit mettre minable tout le monde en sparring, tu vois. Pour peu qu'il soit pas dans une grande salle de sport, qu'il n'est pas à l'ITT, tu vois. Il s'entraîne où d'ailleurs, Abdul Razak Al-Hassan? Où s'entraîne Abdul Razak Al-Hassan? Alors on va le savoir très très rapidement. Parce que là, c'est ce que je dis. S'entraîne Fortis MMA Metroflex Gym. Ouais. Donc c'est pas un énorme gym, c'est pas un truc où il y a énormément de tueurs non plus. Donc je pense qu'à mon avis, c'est pour ça qu'il s'améliore pas en fait il s'améliore pas autant qu'il le pourrait, tu vois. S'il était vraiment pris dans un environnement où il peut vraiment chercher à travailler et non pas juste à se baser sur ses facilités et à écraser les autres, tu vois. Et donc je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il a une mentalité un peu de bully, tu vois, dans son approche du combat. Je sais pas dans la vie de tous les jours, hein. Je dis dans sa façon de combattre, parce qu'il a ses facilités physiques, et quand ça marche pas, ça marche pas. Et du coup, c'est pour ça qu'il est à 10-4, donc c'est-à-dire un coup sur deux, quoi, en gros. Enfin, non, j'exagère. Il gagne 2 combats pour une défaite à peu près. Et parfois, il gagne contre Nico Price, et parfois, il va perdre contre un mec qui est à peu près du même niveau, tu vois. Donc c'est intéressant. Je suis curieux de le voir en middleweight. Contre Alessio Di Chirico, c'est un peu dangereux. En revanche, je trouve que ce aurait peut-être été mieux, peut-être un autre combat contre et lui, pour toi, il s'est rien passé pour Abdul Razak Al-Hassan depuis son retour, justement, où il a pas gagné, tout simplement. Depuis qu'il est revenu. Ou c'est, bon. Après, il y a l'absence c'est vrai que je n'avais même pas parlé de ça. C'est vrai que 3 ans, c'est chaud quand même. 3 ans et puis, reprendre sur une défaite. C'est compliqué. Bah, justement, peut-être que la montée en catégorie, c'est peut-être aussi ça, tu vois. C'est peut-être, il fait peut-être plus le même poids. Il a peut-être plus la même façon de gérer sa préparation pour un combat en welterweight. Donc, peut-être que là, justement, il corrige quelque chose dont il avait peut-être pas conscience avant son retour en MMA. Mais c'est vrai, mais c'est sûr que ça a joué. Ça, c'est clair que ça a joué. Après, je suis pas en train de dire que ça va devenir un champion ni rien, hein. Je dis juste, c'est un combattant qui, pour moi, est intéressant, mais qu'un mec arrive à l'UFC
avec autant de failles dans son jeu, c'est forcément intéressant. C'est qu'il y a des qualités qui compensent ça, parce que sinon c'est pas possible. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas très complet comme combattant. Et tu te dis, bah normalement, tu devrais pas te retrouver là, tu vois, te retrouver là où t'es. Donc c'est pour ça que je me dis, bah il pourrait, à mon avis, beaucoup mieux faire en fait, s'il était bien encadré, bien fait. Voilà Ouais. pour Abdulrazak Al-Hassan. Alessio Di Chirico, pour le coup, c'est un peu l'inverse. Hein. C'est pas un mec très explosif, pas très athlétique, mais très dur, endurant et plutôt malin dans sa façon de combattre. Hein. Le head kick qui passe à Joaquin Buckley, sa dernière victoire, c'est intelligent, quoi. Il a remarqué en fait un pattern chez Joaquin Buckley, il l'a sanctionné direct. Et alors il sera, à mon avis, le problème c'est que la nature est injuste et il y a, malgré tout ton boulot, malgré tout ton travail, toute ta bonne volonté et même ton intelligence et tout, il y a un moment donné, tu as un plafond qui fait que tu peux pas monter plus. Et surtout, la middleweight, c'est quand même une catégorie qui est assez compétitive. Donc je pense qu'il est limité pour ça par rapport à d'autres noms de la catégorie qui sont beaucoup plus hauts que lui, parce que justement, ils ont ce cocktail, tu vois, de savoir-faire, de bon entraînement et de talent naturel et de talent physique et athlétique. Mais du coup, ça reste quand même un adversaire dangereux et compliqué à combattre. Il est chiant, Alessio Di Chirico. Son combat contre Kevin Holland, c'est pareil, c'était compliqué pour Kevin Holland, qui pourtant, lui, est assez talentueux et physiquement assez avantagé par rapport au commun des combattants. Donc c'est un mec qui est pas facile à combattre et même quand tu le bats, t'as pas l'air vraiment bien quand tu le combats. Donc c'est pour ça que je pense comme premier combat de middleweight, je pense qu'à mon avis, je vais te dire ma pensée là-dessus, je pense que c'est un combat pour que Alessio Di Chirico gagne en fait. Très honnêtement, et pour construire sur la victoire qu'il a eu contre Joaquin Buckley en fait. Qu'il a révélé aux yeux du grand public. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est bien pour l'UFC d'avoir des combattants comme ça européens qui sont pas bon. C'est pas des champions, mais tu vois, par exemple, si tu fais une carte en Europe, c'est cool, tu vois, d'avoir un mec comme Alessio Di Chirico que tu peux placer là-bas et il y aura je pense pas qu'il y aura une énorme audience en Europe, mais il y aura les Italiens qui le regarderont et tout. Donc c'est cool pour ça, tu vois. Donc à mon avis, ils essaient de le bâtir un petit peu face à un adversaire que tu peux facilement dire, ouais, il était dangereux, Abdulrazak Al-Hassan. Il a des KO et tout, donc c'est une belle victoire quand même. Donc c'est pour ça. Donc oui, c'est un combat intéressant, mais c'est plus intéressant dans les dynamiques en fait de mise en place de ce combat que sur le combat en lui-même. Bien. Avançons alors avec... là c'est parti, on entre sur la main card avec d'un côté Mahmoud Muradov, qui est managé par Floyd Money Mayweather, et de l'autre Gerald Meerschaert, qui est connu pour ses prix en 17 secondes face à Khamzat Chimaev, et qui est aussi un parfait journeyman de l'UFC. Bah c'est vraiment ça. Alors, il a une carrière qui est intéressante, hein, Gerald Meerschaert. Il a donné des combats difficiles à des mecs qui sont bons, mais c'est pas non plus un cador, quoi. C'est très clairement pas. Et je pense qu'en plus là en ce moment il est en train de ralentir en fait. On se souvient de sa défaite terrible contre Khamzat Chimaev. Et là je pense que c'est un peu le même traitement qui lui est réservé contre Mahmoud Muradov. Alors reste à voir. Je pense pas que Mahmoud Muradov a la même faculté de KO, tu vois, parce que on dit beaucoup sur la hype qu'il y a de Khamzat Chimaev et finalement il reste quand même pas mal d'inconnus, tu vois, par rapport à ça. Mais il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que Khamzat Chimaev, le premier round de Khamzat Chimaev, il fait peur, quoi. C'est vraiment, il est terrifiant, le mec. Non, c'est vrai, c'est flippant. Et moi, c'est pour ça que je serais curieux de le revoir et de voir s'il est capable de maintenir ça sur 5 rounds. Parce qu'on n'en sait rien, tu vois, de ça. Mais c'est vrai qu'il est terrifiant sur un round et il fait peur aussi beaucoup à ses adversaires. Et contre Gérald, c'est évident quand on regarde le combat de Gerald Meerschaert contre Khamzat Chimaev que il avait les commissions dans les paniers. Gerald Meerschaert, il flippait, tu vois. Enfin, il était pas tranquille du tout, quoi. Il était nerveux et il s'est fait surprendre comme ça parce qu'il était pas à l'aise du tout face à Khamzat Chimaev. Je pense qu'à mon avis, le combat il est un peu fait pour faire briller Mahmoud Muradov qui de toute façon, même en temps normal, est plus complet que Gerald Meerschaert et il est dans une meilleure dynamique de carrière. Je pense que c'est son moment. Je pense que ça va être. Et en plus, Gerald Meerschaert, s'il y a des mecs, tu vois, par exemple, Clay Guida, il a combattu ce week-end. Il est complètement loin de son prime. Il est plus aussi physiquement bon qu'avant et tout. Mais c'est un mec, il est chiant à combattre, quoi. Il va s'accrocher, il veut gagner, quoi. C'est pas, même s'il sait qu'il aura probablement jamais de title shot, même s'il sait qu'il a plus la pertinence qu'il avait auparavant dans cette catégorie, c'est jamais facile de le rencontrer, ce mec-là. Et tu vois, Marco Madsen, il a gagné, mais
tu vois, il a gagné vite fait, frère, tu vois, alors vite fait, tu vois, parce que moi, honnêtement, en ayant vu le combat, j'étais bon, sans plus, quoi, tu vois, il a eu de la chance, tu vois, là-dessus, sur les juges. Mais là, Mercer, il est pas comme ça, il a pas il est pas rugueux comme ça, il est pas chiant, tu vois, il va pas, si c'est perdu, c'est perdu. Il va pas s'accrocher, en fait. Et donc, moi, je pense que, ouais, voilà, sauf erreur de Mahmoud Mouadov, ou alors qui serait complètement surévalué, mais je pense pas parce qu'il a déjà plusieurs combats à l'UFC, il est sur une bonne lancée. Je pense que il va poinçonner sans trop de difficultés. À Il est suivre. plus complet, plus athlétique, plus jeune, enfin plus tout, tu vois. Enfin, donc, Exact. Et qui est sur une série, je crois, de 14 victoires ouais, consécutives c'est ou quelque ça. chose comme ça. Maintenant, un revenant, l'éternel espoir de la catégorie lightweight, qui est même passé en welterweight. Kevin Lee revient plus d'un an après sa défaite contre Charles Oliveira. À l'origine, il devait affronter Sean Brady, invaincu en carrière 14-0. Brady étant blessé, il est remplacé par Daniel Rodriguez. Donc Kevin Lee, Daniel Rodriguez. Kevin Lee qui est donc sur la main card. Alors, le retour de la hype Kevin Lee. C'est compliqué de parler de Kevin Lee parce que finalement, rétrospectivement, quand tu regardes les gars contre qui il perd, son palmarès vieillit bien en fait, Kevin Lee. Les défaites Vieillit qu'il même très a, très bien. Hein. Bah là, il a perdu c'est contre son dernier combat, c'est contre le champion. contre le champion. Il a perdu contre Tony Ferguson, champion. Rafael Dos Anjos, c'est peut-être la seule qui est vraiment, on va dire, un peu... parce qu'en plus, stylistiquement, normalement, il était avantagé contre Rafael Dos Anjos. Mais ça reste quand même un grand nom, quoi. C'est un mec, Rafael Dos Anjos, voilà, quoi. Il est dangereux, c'est un mec vraiment bon, tu vois. Mais donc, attends, quand on fait le calcul, donc, sur les défaites, les dernières défaites qu'il a eu, bon, Charles Oliveira, aucune honte. Rafael Dos Anjos, aucune honte. Tony Ferguson, aucune honte. J'en oublie une. Il y en a une que j'oublie. C'est peut-être celle-là qui est honteuse. Parce que je sais que j'en oublie une dans la séquence. Ali Là. Aquinta. Ah voilà, putain. Si ça c'est la honte en revanche. C'est la honte. Non mais c'est vraiment la honte parce que c'est un combat qu'il aurait pas dû perdre. Ouais. Ali Aquinta, je veux bien. C'est le premier combat qu'il a perdu à l'UFC. Et ça, à la limite, pourquoi pas, tu vois, parce que Ali Aquinta. pour Kevin Lee, tu Non veux non. dire Ouais, non, il l'a perdu en premier combat. La première fois, je veux dire. La première fois quand il est arrivé à l'UFC, Complètement. c'était son premier combat. Ça, à la limite, pourquoi pas? Parce qu'en plus, à l'époque, Yakunta était beaucoup plus actif. C'est un mec qui a des qualités, quoi. C'était pas Al, l'agent immobilier, Aquinta. Et surtout, tu vois, Kevin Lee, il était vert. Il était bleu, tu vois, à l'époque, il était novice. Et bon, tu vois, je me dis, bon, perdre quand t'es un mec comme Kevin Lee qui a un peu du mal à gérer son énergie et tout ça, une première fois contre Ali Akunta, ok, ça passe. Et il a eu tous ses combats, toutes ses victoires, sa tentative de combat au titre, la montée en welterweight, le retour et la perte gagner contre Gillespie et ensuite perdre contre Ali Aquinta. Non, ça c'est inexcusable. Ah non, c'était pas dans ce sens-là, Polydomso. Ce qui s'est passé, pardon, c'était donc Edson Barboza, il perd contre Tony Ferguson, il revient contre Edson Barboza, il perd contre Ali Aquinta, il perd contre Dos Anjos, il gagne contre Gillespie, et ensuite il perd contre Oliveira. Ok, d'accord, ok. Même, pareil, tu vois. Non, parce que tu vois la séquence, là, tu as la montée jusqu'au titre, il bat des mecs qui sont plutôt bons hein, en lightweight, Mustafaev, Trinaldo, tu vois, c'est des noms comme ça, les gens vont dire mais c'est qui ces mecs-là? Mais ils sont vraiment bons. Prazeres aussi, pareil, c'est des mecs vraiment chiants à combattre et tout. Donc bon, qui perdent contre Tony Ferguson, il avait une staph infection, c'était compliqué, c'était le combat, il s'était fait un peu au dernier moment et tout, et en plus de ça, quand tu regardes le combat, il met quand même tarif à Tony Ferguson sur les premiers rounds, il se fait rattraper, ça c'est pas honteux. Il bat Edson Barboza de manière super intelligente. Moi, je trouve la façon dont il avait géré le combat contre Edson Barboza, c'était vraiment bien. Et là, je me suis dit, c'est bon, tu vois, là, il est installé. Et là, il perd contre Ali Aquinta. En plus, il perd, en fait, au mental. Et après, c'est pour ça qu'après, il allait faire son truc, là, chez les welterweight, et c'était un peu moisi, tu vois. Donc, il est revenu, et là, il repart. C'est pour ça que je suis partagé, parce que quand tu prends les défaites en elles-mêmes, elles sont pas honteuses. Sauf celle de la deuxième contre Ali Aquinta, j'ai un peu du mal, mais le reste, c'est pas honteux. Et même, en fait, en réalité, Yakunta, il est pas mauvais, tu vois, mais c'est juste que je pense qu'il était à un stade de sa carrière où il devait le balayer en fait, Yakunta, quoi. Et là, faire le yo-yo comme ça, je trouve ça inquiétant. Je trouve ça inquiétant. Faire un coup en haut, un coup en bas, c'est compliqué. Là, en plus, il est contre un mec, Daniel Rodriguez, pareil, un gars qui est sous les radars, mais qui est un bon, il est complet. Alors, il a du pouvoir de KO, plutôt striker, mais il sait à peu près tout faire, tu vois. Il n'y a pas vraiment de faille énorme. Et ça peut être compliqué pour lui. S'il arrive, tu vois, pas préparé mentalement à cause du yo-yo du poids et tout ça,
il peut nous claquer dans les doigts, hein, Kevin Lee. Alors en temps normal, je le mettrais favori dans ce combat-là, hein. C'est-à-dire que s'il y avait pas, tu vois, ces périodes d'absence, ce, ce- ces allers-retours entre les catégories, je serais beaucoup plus sûr de moi, tu vois. Je pense qu'il a les armes vraiment pour. Il est plus athlétique, il a quand même le gros avantage en lutte, c'est lui qui l'a. Son striking, quand il est concentré, qu'il arrive bien à appliquer sa stratégie et que ça se passe bien, en fait, c'est surtout ça, en fait. Parce que même quand il gagne, parfois il y a un peu de rigueur et là ça part en sucette. Mais quand il est vraiment dominant, son combat contre Barbosa, son combat contre Gillespie, il est vraiment très très bon, il est vraiment dangereux. Donc je pense le principal souci, outre la préparation physique et son problème à gérer son poids et son énergie, c'est le souci mental en fait avec Kevin Lee. Et là pour le coup j'en sais rien. Je sais pas dans quel état il va être contre Daniel Rodriguez. À mon avis, honnêtement c'est un combat qui est gagnable pour lui. Mais s'il le perd là c'est chiant. Là honnêtement je lâcherai un peu l'affaire. Je pense qu'il doit le gagner ce combat. Normalement il doit le gagner, mais Ah bah oui. Affaire à suivre. En tout cas, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour le retour de Kevin Lee, retour sous pression. Bien, maintenant place au main event, les gars. Edson Barbosa, donc qui est en featherweight, qui fait un très très beau run en featherweight ouais. face à quelqu'un qui a été assez vocal par rapport à ses envies d'affronter un top contender. Je parle bien évidemment de Giga Chikadze. Il voulait Max Holloway en remplacement du Mexicain La Pantera. Yeah, Rodriguez. Yeah, Rodriguez exactement. Finalement, il obtient Edson Barbosa. Bon, bah restez éveillés en tout cas pour ce combat-là parce que ça risque d'être un sacré feu d'artifice. Ça va être un sacré combat. Alors les deux sont vraiment bons. Moi, enfin, Barbosa, on a un peu plus de données là-dessus et je pense qu'en termes d'expérience, il est au-dessus de Giga Chikadze parce qu'il a rencontré vraiment des tueurs, hein. Barbosa, pareil, il a eu une carrière compliquée. Je pense que finalement la descente en catégorie, j'étais dubitatif au début parce que c'est un mec qui est très très athlétique et qui a déjà du mal un peu à gérer son activité au sein de l'octogone. Donc j'avais peur qu'en fait on ait une version complètement, tu sais, dégonflée de Barbosa en featherweight. Honnêtement, je trouve il a plutôt bien géré. Alors il a, je crois, 2 défaites, 2 victoires, mais sur les 2 défaites, il y avait Danigué et c'était compliqué comme combat. Et honnêtement, de mémoire, je pense que c'était très disputé comme combat, hein, de Oui, ce que je c'était m'en très très souviens. serré, ouais. C'était très très serré et en plus c'était un match-up qui était pas facile pour Edson Barbosa. Edson Barbosa, on sait, il aime pas les mecs qui le font reculer, c'est pas le truc qu'il kiffe. Donc d'avoir un lutteur en enchaînement comme Danigué en combat en featherweight, c'était pas très agréable et pourtant je trouve qu'il a fait un beau combat, il s'en est bien tiré. Il a battu Shane Burgos qui est très dangereux et pareil qui lui a mis la pression, qui est venu se bagarrer avec lui. Donc j'aime bien ce qu'il fait en ce moment. Il n'a pas corrigé vraiment ses défauts. Il a toujours du mal à gérer sa place dans l'octogone. Il est moitié moins bon quand il recule que quand tu lui laisses l'espace pour s'exprimer. Mais l'avantage qu'il a en featherweight par rapport au lightweight, c'est qu'il a suffisamment de puissance pour faire douter vraiment les mecs. Tu vois. C'est-à-dire qu'en lightweight, il y a eu vraiment un moment où les gens ont pris conscience qu'il suffisait vraiment d'avancer sur lui pour le battre, quoi. Et comme il mettait pas KO tout de suite les mecs, il était explosif et tout, mais c'était principalement sa boxe qui faisait le travail pour faire reculer les gars, tu vois, parce que c'est très difficile de reculer, de kicker en même temps. C'est très très compliqué, ça demande un travail de footwork assez sophistiqué. Bah, c'était surtout sa boxe et notamment ses crochets du bras avant qui étaient les principales armes en fait pour décourager ses adversaires. Mais les gens, quand ils avaient compris ça, il y a des séquences, par exemple, bah, pour citer que ce combat, bon, c'est Khabib, hein, on est d'accord que c'est Khabib, mais il y a des séquences du Khabib Edson Barbosa où honnêtement, Khabib ne fait aucun effort pour mettre la pression sur Barbosa. Aucun. C'est-à-dire qu'il court les mains basses et il arrive à faire douter Barbosa comme ça. Alors évidemment, il y a tout le travail en lutte et tout ça qui fait que Barbosa n'était pas suffisamment confiant pour le contrer, mais il y a eu énormément de moments de séquences dans ce combat où Khabib était vraiment exposé et que c'est juste que Edson Barbosa, il a horreur de ça qu'on lui mette la pression, tu vois. Donc là, en featherweight, c'est beaucoup plus compliqué. L'échange se fait de manière se fait au détriment de ses adversaires. On voit Shane Burgos qui a vraiment cherché vraiment à lui coller la pression, mais qui en fait, même s'il avait peut-être une fréquence plus élevée, bah, quand il prenait un coup, ça avait beaucoup plus d'impact pour lui que la situation inverse. Donc je pense qu'il est bien dans cette catégorie Edson Barbosa. Et là, contre Giga Chikadze, ça va être super intéressant parce que Chikadze, Est-ce que tu y crois déjà avant? moi, honnêtement, je vais te dire, je pense pas qu'il deviendra champion. Alors, il suffit que je dise ça pour qu'il nous fasse un run magnifique et qu'il devienne champion, mais je pense pas qu'il le deviendra.
Je pense en revanche, c'est le genre de mec qui sur le bon soir peut battre un champion. Hmm. Vous voyez la nuance, c'est-à-dire que peut-être que s'il vient, c'est pour ça qu'un combat de remplacement contre Max Holloway, j'aurais trouvé ça super intéressant. Parce que mine de rien, ce match, alors les gens me disent mais t'es fou, Max Holloway il le bouffe Chikadze et tout. Il y a des chances évidemment. Max Holloway, vu ce qu'il a fait par exemple à Kelvin Kattar récemment, il est énorme. Mais stylistiquement parlant, un très très bon kicker qui fait beaucoup de changements de garde, qui se déplace et qui vise vraiment la ligne médiane et la ligne basse des adversaires. À mon avis, ça peut être vraiment dangereux pour un mec comme Max Holloway qui fonctionne sur le volume et tout ça. Donc et surtout sur le volume en anglaise. Donc je pense pas je sais pas s'il l'aurait battu, mais j'aurais été intrigué par ce match-up. Donc je pense qu'en fait c'est un gars qui peut très bien, avec le concours de circonstances adéquates, et s'il est en face du bon gars le bon soir, devenir champion en une fois, peut-être défendre une fois son titre et ensuite partir. Tu vois, je le vois mal en revanche établir un run d'invaincu et tout. Tu vois, j'ai un peu plus de difficulté avec ça parce que il y a beaucoup de choses qui marchent parce qu'en fait c'est un des rares à le faire dans la catégorie, et c'est un peu, tu sais, c'est ce type de combattants qui ont 2 ou 3 outils qu'ils répètent tout le temps. C'est difficile de bâtir une carrière durable là-dessus en fait. En tout cas une domination durable. Une carrière, ouais, mais une domination durable c'est difficile parce que quand t'es sous les spotlights et que t'es le champion, les gens ils analysent au microscope tes combats quoi. Et déjà les gens je pense ont une idée assez claire de ce que fait Giga Chikadze. C'est un gars qui a un style de combat qui ne varie pas tellement par rapport aux adversaires, et il y a certains tricks qu'il utilise à chacun de ses combats. Donc je sais pas si j'y crois, mais en revanche je pense que c'est un très bon combattant, et que là le combat il va être excellent parce que il a les armes pour emmerder Barbosa, principalement les attaques en ligne médiane et ces armes-là, mais en revanche le mouvement aussi. Mais le problème de Giga Chikadze, c'est que c'est pas un pressure fighter du tout. Il aime beaucoup se tenir à l'extérieur, il aime beaucoup faire du kickboxing. Il vient du kickboxing, il a eu plutôt une bonne carrière au Glory, et c'est ça qu'il aime faire en fait, Giga Chikadze. Et le truc, c'est qu'à mon avis, pour gagner contre Barbosa, c'est difficile de le battre à l'échange en extérieur, Barbosa. Je sais pas s'il y en a qui l'ont fait ça, hein, de le battre vraiment sans lui mettre la pression. Et qui avait essayé, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, hein, c'est compliqué. Donc c'est pour ça Giga Chikadze pour moi en termes de striking et en termes de technique est au-dessus de Barbosa. C'est un meilleur kickboxer, et il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Mais le truc c'est que Barbosa il est tellement athlétique et tellement décontracté, fluide, et il a une telle vitesse d'exécution quand il est dans ce cadre-là au milieu de l'octogone avec quelqu'un qui échange avec lui, qu'à mon avis, si Giga Chikadze il met pas la pression sur lui, il va se rendre le match plus compliqué qu'il ne le serait dans une autre circonstance. Alors, Polydomso, place au pronostic final. Ouais, alors on reprend depuis le début là les gens qu'on a dit. Du coup, on avait dit Non, on arrête, on en peut plus de cette... Ah oui, non. Et petit disclaimer, mille excuses, j'aurais dû prévenir Polydomso. Les 2 combattants que vous ne connaissez certainement pas, donc Brian Battle, Gilbert Urbina et Ricky Turcios contre Brady Eastland, yes. C'est pour la finale du TUF, pour le retour du TUF. Et en fait, cette carte-là, c'est la carte finale du TUF. Ok, my bad, c'est moi qui ai mal fait. Notre bad, c'était oui. C'est mes excuses, parce que là pour le coup, je comprenais pas en fait. Mais c'est vrai que pour moi le TUF, j'avais zappé qu'il y avait eu un retour de ce truc-là, tu vois aussi. Enfin, c'est terrible, mais j'ai entendu la news et je sais que c'est revenu, mais j'ai pas suivi du tout du coup le TUF. Taichi qui nous dit nous sommes tous bad. Non, mais pour le coup, du coup, ça me rassure. Parce que moi, franchement, j'étais super inquiet. Et ça a du sens, oui. Ouais, et quand j'ai vu la gueule de la carte, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux dire, ils ont raclé les fonds de tiroir et tout. Enfin, c'est pas possible. Là, ok, on respire tous un grand coup dans le cadre du TUF. C'est normal. Mais du coup, moi, je trouve que c'est assez inquiétant pour l'état du TUF aussi. Hein. Pour le coup, parce que dans le TUF, généralement, t'as toujours des mecs, t'as pas. Dans le TUF, ce qui est intéressant, enfin, moi, je me souviens des saisons auparavant, c'est que t'avais certes des mecs qui étaient vraiment prospects, ultra inconnus, mais t'avais aussi des mecs qui avaient fait un tour à l'UFC, qui revenaient, ou des gens qui étaient des journeyman internationaux. Là, quand même, on a l'air d'avoir principalement de la viande fraîche, quoi. Tu as des gens pas du tout rompus, aguerris et tout. Donc, c'est étrange. Tu vois. Moi, de 2 choses l'une. Soit le TUF n'intéresse plus personne, et même les combattants ne passent même pas par cette voie-là. Mais c'est vrai que... Et il y a le Contender Series.
voilà, ça fait redondant avec le Dana White Contender, hein, pour le coup, hein, le truc. Soit c'est l'UFC qui devient beaucoup plus agressif et se dit on va multiplier les filets pour voir si on va pas tomber sur une pépite rare et la développer in-house. Parce que ça, c'est un truc que fait presque plus l'UFC maintenant. De développer en interne des mecs qui, je me souviens de Cain Velasquez, je crois que c'était son 3e combat à l'UFC. Brock Lesnar, mais qui était déjà une star. C'est ça, ou ouais, alors lui était déjà une star, mais Cyril, mine de rien. Cyril, voilà, Cyril, c'est ça. Comment il s'appelle? John Jones aussi, très rapidement, il est arrivé à l'UFC. Donc parfois ils faisaient ce pari, tu vois, d'investir à fond très rapidement dans la carrière d'un combattant parce qu'ils avaient repéré en fait que le mec allait tout déchirer. Alors parfois ça marchait pas du tout, hein. Il y en a beaucoup qui se sont carbonisés comme ça. C'est Northcutt, Paige Van Zandt. Voilà. Et mais celui qui le fait beaucoup, de l'organisation qui le fait beaucoup en ce moment, c'est le Bellator. Et le Bellator le fait très bien, je trouve. C'est un des rares trucs qui le font plutôt bien. Mais on a vu avec Eddie McKee et il y en a d'autres, hein, comme ça. Il y en a d'autres où ils ont quasiment une carrière stricto Bellator et ça fonctionne bien en fait. C'est pas mal. Donc je pense que peut-être ils sont en train un peu de se relancer dans ce truc-là. Et c'est vrai que le TUF pour le coup, bon moi je regarde plus le TUF. Hein, tu vois, ça m'intéresse pas. Enfin la télé-réalité en général. Ça m'en touche une sans bouger l'autre, hein, je vais être très clair. Mais c'était un bon outil pour ça, pour repérer des pépites ou des mecs qui avaient peut-être l'étoffe de grands combattants. On se souvient, il y en a beaucoup des combattants qui viennent du TUF qui sont devenus excellents, hein, Whittaker, Ferguson, Bisping. Bisping, ouais, non mais il y en a plein. Donc ça avait cet avantage-là. Donc ok, bon, très bien. On rembobine sur ce que j'ai dit. Vous avez le droit de m'insulter dans le chat parce que c'était pas cool de ma part de pas avoir eu cette information-là. Mais effectivement, là, pour le coup, c'est un peu plus logique. Un peu plus ça clair. n'empêche, oui. Ça n'empêche pas que la carte est assez pénible à regarder, hein, très honnêtement. Mais... Alors, Dustin Jacoby, Darren Stewart. Allez, je vais aller avec Jacoby. Je pense. Para la décision. Je pense KO ou TKO, 2e round. Alright. Ouais. Alessio Di Chirico, Abdul Razak Al-Hassan. Alessio Di Chirico, fin de 2e round, soumission. Oh, damn. Mahmoud Mouradov contre Gerald Meerschaert. Ça fait beaucoup de finish, mais je pense Mahmoud Mouradov par KO, 1er round contre Meerschaert. Boum. Là, c'est très chaud. Kevin Lee contre Daniel Rodriguez. Oh là 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 là. Est-ce que le Polydome Curse va se confirmer? C'est chiant parce que j'aimerais vraiment y croire à Kevin Lee. Enfin, moi, il y a 4 ans ou 3 ans, en 2018, je crois. Futur champion, ouais. On avait fait un podcast là-dessus sur les 2 héritiers de la catégorie lightweight à l'époque, hein, déjà. Et moi, j'en avais sélectionné 2. J'avais sélectionné Islam Makhachev et Kevin Lee. Et j'avais dit que c'était les 2, tu vois, c'était les 2 de cette catégorie qui allaient tout niquer. Bon, là, pour le coup, c'est Islam Makhachev qui nique tout. Mais je suis vraiment déçu finalement des errements de Kevin Lee, alors que rétrospectivement, elles sont pas si graves que ça, les défaites. Il devrait s'accrocher à être en lightweight et tout. Mais je pense que pour lui, comme pour les autres, mais pour lui, ça doit représenter une montagne. Il doit se dire, putain, j'ai perdu contre Oliveira. Mais il est bon, Oliveira. Il est excellent, Oliveira. C'est pas grave de perdre contre ce mec-là, tu vois. Et puis, t'es pas comme Islam Makhachev qui mise tout sur l'invincibilité. Islam Makhachev, quelque part, c'est pour ça que, bon, moi, j'ai un peu de mal avec ces call-outs, là, récents. Je trouve que c'est des call-outs, Tony Ferguson à RDS, c'est un peu de la merde, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il est intelligent, Islam Makhachev. Il sait que s'il a une défaite, ça va être très compliqué pour lui de revenir jusqu'au titre. Donc, il est obligé d'avoir tu vois, le côté invaincu, tu vois. C'est pour ça. Kevin Lee, c'est pas le cas. Kevin Lee, il a déjà perdu des combats. Il est plus dans ce truc-là. Lui, ce qu'il a, c'est juste, il doit se concentrer pour créer un momentum. Comme il en a créé un quand il a affronté Tony Ferguson, il y était arrivé. Et il y était arrivé contre des adversaires, je le redis, difficiles. Plus difficiles que Daniel Rodriguez. Donc, je pense qu'en fait, c'est très difficile de pronostiquer ce combat parce que c'est très difficile de jauger de l'état mental d'un mec comme Kevin Lee. Bon, néanmoins, je vais aller plutôt du côté papier que le côté mental. Je pense que Kevin Lee est supérieur à rencontrer des adversaires plus dangereux et tout. Donc, honnêtement, je dis Kevin Lee par décision. Mais je suis pas tranquille du tout, quoi. Là, pour le coup, je suis pas tranquille. Il peut très bien nous faire un caca, quoi. Il peut très bien non, mais c'est vrai, c'est possible, quoi. Mais je pense que normalement, s'il est dans de bonnes conditions, il devrait gagner. Allez, normalement, les voyants devront être ouverts pour Kevin Lee. Et là, le main event, Edson Barboza contre Giga Chikadze. Ouh, c'est chaud. C'est chaud.
c'est chaud parce que je pense que Shikadze va devoir le battre à la distance. Il va devoir vraiment le gagner un match de kickboxing avec Barbosa. Alors il a plus d'armes que Barbosa. Il est dans un plus gros momentum, mais allez, je vais dire Shikadze, mais honnêtement, pareil là, c'est du 50-50 pour moi ce combat-là. Parce que en termes de match-up, je pense que si Shikadze a le bon, en fait, je vais dire comme ça, pour que Barbosa gagne, il faudrait que Shikadze n'ait pas le bon match-up. Parce que je pense que si Shikadze a le bon match-up, il gagne. Donc en gros, c'est plus du côté de Shikadze que ça va se jouer, pas du côté de Barbosa à mon avis ce combat. Parce que Barbosa il fait tout le temps la même chose. Je l'ai jamais vu mettre en place une stratégie particulière pour un combattant et tout. Shikadze pareil, hein, cela dit. Mais je pense que Shikadze a plus de marge de manœuvre dans ce qu'il fait, dans ce qu'il sait faire et que Barbosa. Donc je vais dire Shikadze parce que je pense qu'il est intelligent, il comprend bien le game et à mon avis il va chercher à mettre la pression à Barbosa quand même. Allez, bingo, vous avez vos pronostics. Il devrait le faire. J'ai peur, en fait, voilà, parce que je me suis un peu contredit. Je le redis. Il devrait le faire. Il devrait le faire pour gagner. J'ai peur qu'il le fasse pas, mais bon, allez, on va aller sur l'option qu'il le fasse, et donc il gagnera. Allez, bon bah nickel. Bah vous le savez, big shout out my sweet pea, my sweet protein. Moins 40% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Bon courage pour cette semaine, de tous les dangers à toutes et à tous. Et puis ce week-end, vous voyez, il y a de la boxe, il y a du MMA. Vous avez toutes les cartes en main pour avoir toutes les infos. See ya! Come